L'information étant bien aussi nécessaire à la survie que l'eau, les aliments et les soins, elle peut éviter des paniques, des troubles et même quand elle est bien livrée. Le contraire, dans la plupart du temps, entraîne certains désagréments tels que des conflits et bien d'autres. Une situation qui nous emmène à se poser la question suivante. Quel peut être le rôle des médias dans la promotion de la paix et de la stabilité? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau du débrief à Geoffroy Akwao. Il est juriste, analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup. Également avec nous, Jean-Claude Koulibaly, journaliste et consultant. Bienvenue. Merci. Alors, les médias peuvent être de redoutables outils de propagande politique et de haine entre les peuples. Dans un premier temps, quel est votre regard sur la presse ivoirienne? Je pense que le regard que je porte sur la presse ivoirienne est positif. Contrairement à une opinion admise, la presse ivoirienne, depuis 1990, année qu'on nomme en Côte d'Ivoire le printemps de la presse ivoirienne essaie d'accompagner la dynamique politique allant dans le sens de la consolidation de la paix sociale et de l'enracinement de la démocratie. Évidemment, il y a souvent des dérapages dus au fait que la presse ivoirienne, surtout la presse partisane, est arrimée aux partis politiques. C'est donc des supports de communication qui relaient le message des leaders politiques, message qui n'est toujours pas, n'est-ce pas, conforme à la recherche de la paix. Nonobstant ce constat, de façon générale, le professionnalisme des journalistes ivoiriens permet parfois, sinon souvent, d'éviter la fracture sociale, le conflit politique en Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Claude Koulibaly, vous qui êtes journaliste, une autocritique. Oui, comme je le disais, vous savez, dans le cheminement d'un enfant, il y a toujours des étapes. La presse ivoirienne est née, la presse multipartisane bien sûr, est née en 1990. Donc ça veut dire, vous savez dire que ça fait pratiquement 29 ans, à la trentaine. Mais il y a eu des excès au départ. Le printemps de la presse, il y a eu des excès. Mais lorsqu'on regarde le chemin parcouru, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une certaine amélioration. Il y a une dynamique au niveau du positivisme, de l'amélioration. Et ce qui est important. Au début, il y a eu des excès de 90 jusqu'en 2000. Il y a eu beaucoup d'excès avec les clés parce que c'était les vagissements avec toutes les tares congénitales que nous connaissons, l'arrimage aux partis politiques et le manque de professionnalisme. Mais avec la création de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le soutien de beaucoup d'institutions telles que l'Institut Friedrich Ebert, Friedrich Neumann et tous les instituts que vous connaissez qui accompagnent un peu chaque jour les médias, il y a eu ce qu'on appelle la formation. Les formations ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les journalistes sont plus outillés, plus aguerris professionnellement pour pouvoir, comme on appelle ça, exercer, en tout cas dans les règles de l'art, leur métier. Aujourd'hui encore, avec la création, il y a eu aussi, à partir de 2000, la création des structures d'autorégulation telles que le CNP, qui est devenu aujourd'hui l'ANP. Et il y a eu le décret sur la création, en tout cas de la carte d'identité des journalistes professionnels pour assainir un peu le métier, parce que vous savez que le métier aussi était... Il y avait beaucoup de personnes qui se disaient journalistes, mais qui en réalité ne l'étaient pas. Donc il fallait véritablement codifier tout ça, mettre les règles pour donner véritablement la carte à ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui... Pour être journaliste aujourd'hui, il faut avoir un bac plus 3, sinon un bac plus 4. Voilà, bac plus 3, si tu as bac plus 3, tu fais au moins 2 ans de formation. Si tu n'es pas passé par une école de journalisme, 2 ans de formation dans une rédaction. Et si tu as la maîtrise, c'est 1 an de formation. Mais aujourd'hui, même la loi a été plus ou moins changée. Que tu aies la licence ou la maîtrise, c'est toujours 2 ans de formation qu'il faut faire. Vous dites qu'il y a eu des améliorations. Et aujourd'hui, la pratique du métier, on sent un peu plus de touche de professionnalisme. Et ben, c'est vrai qu'il y a les lignes éditoriales. Il est clair que
On sent encore les colorations, que ce soit verte ou bleue, mais on sent encore les colorations, mais toujours est-il que nous acheminons, nous avançons chaque jour, en tout cas vers un professionnel, vers une presse plus libre, vers une presse plus professionnelle. Voilà. Alors, on ne peut aborder ce genre de sujet sans se rappeler que la Côte d'Ivoire a connu des années de crise. Est-ce que la presse ivoirienne a été impartiale à cette époque-là? Au niveau des crises, il faut reconnaître que la presse n'a pas toujours joué un rôle, en tout cas, je dirais indépendant, un rôle d'éveilleur de conscience, un rôle de rassembleur, un rôle de formateur même, je peux le dire, de l'opinion. On a voulu arriver à un certain moment, en tout cas, essayer de suivre ou sinon d'accompagner les hommes politiques. Et c'est ce qui a fait que dans les différentes crises, vous vous rendez compte qu'il y a des positions qui ne sont pas, par exemple, pour le rassemblement et la paix. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les journalistes sont conscients qu'ils ne doivent pas jouer ce rôle-là. Le rôle de la responsabilité est en train véritablement d'être ancré dans les esprits. Parce qu'à le passé, il n'y avait pas cela. Mais compte tenu des conséquences que nous avons vécues, surtout la crise post-électorale de 2010 à 2011, de mai 2010 à avril 2011, à faire en sorte, à donner plus ou moins une matière vraiment à moudre, à amener les journalistes à comprendre que, bon, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Il faut être plus responsable dans le traitement de l'information parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays, nous ne devons pas rentrer dans les excès, suivre parfois les hommes politiques qui n'ont pas les mêmes intérêts, par exemple, que l'intérêt général. Voilà. Alors, avant d'arriver à cette prise de conscience, Julien Kwao, quand on fait un retour il y a peut-être 10 ans, peut-être même plus que 10 ans, si on peut le dire ainsi, est-ce que la presse ivoirienne a vraiment été impartiale dans cette crise, dans la gestion de cette crise? Il faut d'abord procéder à une typologie de la presse ivoirienne. Il y a d'un côté la presse proche du gouvernement, la presse gouvernementale. Il y a également la presse partisane et nous avons la presse indépendante. Malheureusement, la presse indépendante n'a pas assez de titres. Et donc, si vous regardez bien, la presse gouvernementale ne fait que relayer les actions et les idéologies du parti au pouvoir. Et puis, la presse partisane est pilotée, guidée par les idées des partis politiques. Il est évident que lorsque les partis politiques entrent en conflit, parce que la période dont vous parlez, c'était une période de conflit politique, il est évident que la presse gouvernementale et la presse partisane, n'est-ce pas, ne peuvent que prendre parti pour, n'est-ce pas, leurs employeurs respectifs. Je pense que la presse, à cette période-là, a évidemment commis un certain nombre d'impairs, d'erreurs, d'actes totalement contraires à l'éthique journalistique. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de saluer le professionnalisme des journalistes. Les journalistes, nonobstant le fait que les supports dans lesquels ils travaillent appartiennent aux partis politiques, essaient de se détacher de la propagande politique pour faire du journalisme. Et c'est ce qui est à saluer. Il faut aussi noter de plus en plus l'émergence d'une presse réellement indépendante des partis politiques. Il y a des titres, peut-être si vous voulez qu'on peut les citer, des titres comme le groupe Cyclone, qui fait un effort... le groupe Olympe. Voilà, le groupe Olympe qui fait un travail remarquable d'impartialité. Et même au niveau de la presse partisane, nous saluons de temps en temps des écrits qui vont dans le sens de l'apaisement. Je lis souvent mon frère Koulibaly dans son Canard et je vois un peu le professionnalisme dont il fait preuve. C'est donc à saluer. Il faut donc désormais les hommes politiques arrêtent de manipuler les journalistes. Certes, des actions à saluer, mais il y a certains médias qui continuent d'attiser les flammes avec des propos choquants de certains politiques. Quelles sont leurs motivations? Non, comme je vous l'ai dit, en fait, eux, ils ne sont que des employés. Et ils ne font que relayer les dires, les actes de leurs employeurs. Il faut aussi amener les hommes politiques à comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent à relayer ce genre de propos? Oui, comme je vous l'ai dit,
après tout, le journalisme, pour eux, a une dimension alimentaire. C'est-à-dire, ça leur assure un salaire qui leur permet, n'est-ce pas, d'entretenir leurs charges familiales. Mais il faut qu'ils comprennent que le journaliste est un acteur, n'est-ce pas, de la démocratie et de la paix sociale. Donc, il faut aller au-delà de l'aspect alimentaire pour voir la pertinence du rôle du journaliste dans la construction de la paix sociale. Il faut donc que les journalistes fassent de la censure. De la censure, pas de l'autocensure, mais de la censure. Qu'ils censurent, n'est-ce pas, les actes impolitiques des hommes politiques, les comportements, les dits qui ne sont pas à relayer. Vous voyez, je prends un exemple. Tout récemment, il y a un homme politique qui a invité les populations à huer ses adversaires politiques. Il est évident que ces propos ne sont pas politiquement corrects. Il appartient donc à la presse de ne pas les relayer, ne pas donner écho à de tels propos qui constituent un véritable dérapage. Donc il faut que la presse arrive à faire le tri entre ce qui peut être porté à la connaissance du public et ce qui ne l'est pas. Le problème, disent les journalistes, c'est que la population, les consommateurs de presse sont des amateurs du sensationnel. Les amateurs de l'impolitique. Et ils vont vous le dire, ils ne vendent, n'est-ce pas, leurs titres que lorsque la période politique est extrêmement conflictuelle. Ce qui n'est pas à leur honneur, parce que la presse, ce n'est pas une entreprise commerciale prioritairement, c'est un instrument de développement de la paix et de la démocratie. Alors, Jean-Claude Coulibaly, nous avons entendu Geoffroy Kouao. Est-ce que l'effet des propagandes est lié à un événement, à un moment spécifique? Pas forcément. Vous savez, la propagande, elle est en général permanente. Surtout lorsque, si vous voulez, le canard a été créé pour ça. Ça dépend de l'objectif, ce qu'on appelle la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous défendons, quel combat nous menons. Et si la ligne éditoriale est pour notamment le combat, vous verrez que chaque jour, la ligne s'inscrira en tout cas dans le combat. Mais pour revenir un peu au propos du docteur Geoffroy, je veux expliquer un peu. En fait, de plus en plus, le sensationnel ne paye plus. Ne paye plus trop parce que, en fait, lorsque vous présentez le sensationnel aujourd'hui et que le lecteur se rend compte que ce n'était pas vrai hier, et ce n'est pas encore vrai aujourd'hui, bon, vous perdez en crédibilité. Je ne dirais pas que c'est totalement cela, mais en tout cas, la chute des ventes est en partie liée à ce phénomène-là. Aujourd'hui, le sensationnel ne paye plus trop. Ce que la population nous demande, c'est la véracité des faits, nous demande véritablement de les informer et de moins user de la communication. Aujourd'hui, sur 20 supports, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 10 supports qui ne font que de la communication. Or, ce n'est pas ce que les populations attendent. Et j'ai l'habitude de le dire, un journal, c'est comme un restaurant. Si vous ouvrez un restaurant et que vous ne préparez pas les mets que aime la clientèle, il est clair que vous allez fermer. Et aujourd'hui, la plupart de nos titres ont ce problème-là. Il faut aller véritablement à l'information. Peu importe la coloration de notre ligne éditoriale, il faut aller à l'information et cela est important. Et s'agissant des propos relayés, sinon des faits relayés des hommes politiques, je pense qu'il n'a pas trop à se faire des inquiétudes parce que la nouvelle loi sur la presse a déjà balisé, en tout cas à ce niveau-là. Les journalistes ne sont plus autorisés véritablement à reporter, sinon à rapporter textuellement les propos des hommes politiques, surtout quand elles sont attentatoires à la cohésion sociale et à la paix. Donc, vous voyez que c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution du paysage politique et du paysage médiatique et des acteurs eux-mêmes que sont les journalistes, qui fait qu'en tout cas, il y a une amélioration. Mais rassurez-vous, les journalistes ont de plus en plus conscience de leur rôle dans la société. Et justement, comment doit se faire le traitement de l'information? Le traitement de l'information doit se faire selon la déontologie et l'éthique. Les règles sont établies.
c'est d'abord la véracité des faits, c'est-à-dire comme on le dit, les faits sont vraiment sacrés et les commentaires et analyses sont libres. Il faut donner les faits. Il faut donner les faits, même si les faits n'arrangent pas le titre, la ligne éditoriale, il faut s'en tenir aux faits. Et maintenant, bon, à côté, on peut faire des analyses. Ça, ce sont des, si vous voulez, c'est une opinion. Mais en général, cette opinion va dans le sens de la ligne éditoriale. Moi, je pense que ce qui est important et ce qui fait que parfois les journalistes ont eu certaines difficultés dans le traitement de l'information, c'est que parfois on ne recoupe pas assez, en tout cas, les informations. Or, que nous dit véritablement la déontologie? Il faut recouper plusieurs fois l'information avant de la porter au grand public. Et c'est à ce niveau-là, je pense que souvent certains journalistes pêchent. Mais c'est, comme l'a dit le docteur Kwao, c'est souvent, on pense qu'on est obligé de faire plaisir aux hommes politiques. Moi, j'ai dit non. Moi, parfois, à mon niveau, mon titre a une certaine coloration, mais je prends comme une certaine liberté. Parce que j'estime que je suis d'abord journaliste. Je suis d'abord journaliste avant d'être, si vous voulez, employé dans une société de médias. Évidemment. Donc, à ce titre-là, il faut comprendre que chaque journaliste doit avoir un crédit. Et c'est ce qui fait que le journaliste est considéré. Si vous perdez votre crédit, vous avez tout perdu. Alors, si vous voulez, je vais rebondir, si vous permettez. Regardez dans le paysage médiatique en Côte d'Ivoire, il y a une station de radio dénommée la radio de la paix, l'ancienne radio ONUCI, mais qui fait un travail remarquable en faveur de la paix, qui ne fait que promouvoir la paix. Et lorsque vous écoutez cette radio, c'est du professionnalisme. Regardez, un jour, un homme politique important a tenu des propos extrêmement belliqueux, lesquels propos ont été relayés par presque toute la presse. Et lorsque j'écoutais cette radio, la radio de la paix n'a rapporté que les quelques secondes de lucidité de cet homme politique où il a parlé de paix et de cohésion sociale. Donc là, il y a eu le tri. Et cette radio a fait bien de ne pas rapporter le côté belliqueux du discours. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut que les journalistes fassent de la censure pour que les hommes politiques comprennent qu'on ne peut pas tout dire sur l'espace public. Parce que ce qui est important, c'est que, vous savez, la démocratie repose avant tout sur la presse. Lorsqu'on parle de démocratie, le premier critère, c'est la liberté de presse. Lorsqu'on parle de démocratie, c'est l'espace public. Or, l'espace public, en termes d'expression, de liberté d'expression par excellence, c'est la presse. Donc, il faudrait que les journalistes en prennent conscience. Le problème, c'est au niveau de la presse écrite, qui, comme je le disais, est entre les mains. Aujourd'hui, nous avons 23 titres au niveau de la presse écrite. Mais vous allez voir, en Côte d'Ivoire, oui, en Côte d'Ivoire, la presse écrite, c'est-à-dire les informations générales, les informations partisanes ou même sportives, etc., il y en a 23. Puisque je me fais le plaisir d'acheter tous les titres chaque jour, n'est-ce pas, en tant que politologue et analyste politique, pour l'analyser. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Mais comme je le disais, même dans la presse partisane, il y a des journalistes qui sont à féliciter. Maintenant, il y a aussi la presse gouvernementale qui ne joue pas réellement son rôle en donnant la parole aux opposants, aux opinions contraires, n'est-ce pas, à celles du pouvoir en place. Ce qui peut créer des frustrations et qui peuvent, n'est-ce pas, à la longue fragiliser. En ce moment, quelle est la responsabilité des médias donc? Non, mais la responsabilité des médias, c'est qu'ils doivent comprendre que la liberté s'arrache. Je ne pense pas que... Je sais que c'est... par exemple, prenons le cas de la RTI et de Fraternité Matin, qui sont des médias gouvernementaux. Je suis certain que le gouvernement a un regard pointu sur le contenu de leurs activités, n'est-ce pas, quotidiennes. Mais il faudrait que ces journalistes-là apprennent à être libres et à donner la parole aux autres. Je vais vous donner un exemple. Le Premier ministre, tout récemment, de Côte d'Ivoire, a fait une conférence de presse où il a annoncé beaucoup de choses. Il aurait été simple qu'à 20h, par exemple, lors du journal, que la RTI invite un opposant ou un intellectuel qui ne partage pas le point de vue du Premier ministre. Vous comprenez bien? Parce qu'à écouter le Premier ministre, tout est rose en Côte d'Ivoire. Il joue son rôle, et c'est normal. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc il faut que la presse sache qu'il n'est pas
elle n'est pas un quatrième pouvoir, mais elle est un contre-pouvoir, le premier contre-pouvoir. Alors ça c'est votre avis. Nous allons poursuivre. Plusieurs conflits en Afrique ont été occasionnés ou amplifiés par les médias. Peut-on affirmer aujourd'hui que les médias, de manière générale, ont franchi la ligne rouge? Oui, tout le monde a en mémoire la triste question de la presse des 1000 collines au Rwanda, etc. Mais tout ça montre que nous sommes dans des démocraties purement électorales et non dans des véritables démocraties libérales. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la paix suppose quoi? La mise en parenthèse des frustrations, hein, la bonne gestion des contradictions. Mais cela suppose que chacun, n'est-ce pas, ait accès à la parole, hein, pour pouvoir dire ce qu'il pense et de voir les limites de sa pensée et chercher à les corriger. Mais lorsque vous ne donnez pas la parole aux autres, il est évident que vous créez des frustrations. Et parlant de la presse partisane, que je lis au quotidien, hein, par exemple dans la presse de mon ami Koulibaly, vous ne verrez jamais la parole donnée, n'est-ce pas, aux opposants de des patrons de leur journal. C'est la même chose dans un journal bleu. Hein, vous ne verrez jamais la parole donnée à n'est-ce pas, un homme politique qui n'est pas d'accord avec eux. Alors que tous ces hommes politiques et tous ces journalistes ont fait pour la plupart les grandes démocraties comme la France. Tout le monde sait qu'en France, tous les journaux ont une obédience idéologique quelconque. Mais vous allez voir que le débat est contradictoire. Est-ce un exemple à copier ici en Afrique? Oui, c'est un exemple à copier, puisque le monde est globalisé maintenant. Je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, c'est seulement en période électorale qu'on parle d'équité de la parole, où on donne la parole aux autres. Mais je ne sais pas où ils ont appris ça. Aucun journaliste ne peut me convaincre dans ce sens-là. Même en dehors de la période électorale, il y a des parts de parole, surtout au niveau de la presse gouvernementale. Je pense que la responsabilité de la presse gouvernementale est plus grande. Parce que la télévision est extrêmement regardée, a une grande audience, elle se doit d'être plurielle. La radio Côte d'Ivoire se doit d'être plurielle. Fraternité Matin se doit d'être plurielle. Et en ce sens-là, il faut reconnaître aussi que l'un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de télévision privée. Parce que, justement... L'espace vient d'être libéralisé. Non, depuis longtemps, vous savez. Mais dans la réalité, non. Dans la réalité, non. Mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos hommes politiques n'ont une conception de la démocratie que la démocratie électorale, qui pensent que la démocratie se limite seulement aux élections, mais n'ont pas une certaine notion de la démocratie libérale. Et pour finir, je suis vraiment étonné que le libéralisme politique, qui suppose la pluralité des médias, n'est pas, n'est-ce pas, ce pluralisme n'est pas compris par le pouvoir actuel qui se dit et qui revendique être un pouvoir libéral. C'est extraordinaire que des libéraux ne soient pas capables de libéraliser et de comprendre qu'ils sont en porte-à-faux avec leur idéologie en ne libéralisant pas la presse audiovisuelle. C'est entendu. Oui. Alors, je vais rebondir un peu sur, en tout cas, les propos du docteur. Très pour expliquer que oui, mais il faut savoir nuancer les choses. Hein. En fait, il y a des efforts qui se font, mais il faut reconnaître que les hommes politiques, sinon les acteurs sociopolitiques, ne facilitent pas la tâche, hein, pour l'expression de la pluralité. Nous, par exemple, là où je travaille aux Patriotes, nous invitons parfois des opinions diverses. Nous invitons parfois des leaders d'opinion des autres partis politiques, notamment de l'opposition. On les invite par exemple à des interviews et à des choses. Mais ils refusent, hein. Ça, il faut nuancer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles. Alors, on va aller rapidement. Même au niveau de Jean-Claude Koulibaly, si vous le permettez. La presse, si vous voulez, des choses publiques, c'est pareil, c'est la même chose. Il y a au niveau même, lorsqu'on suscite par exemple des débats, ben, lorsque vous invitez certains acteurs politiques qui sont proches de l'opposition, ils refusent parfois, ils ne répondent pas. Alors, selon vous, Jean-Claude Koulibaly, comment ce quatrième pouvoir doit-il mettre de manière concertée son poids dans la balance pour préserver la paix? Les médias. Non, moi je pense que tout est écrit dans nos tests. Nous sommes régis par des tests, nous sommes régis par en tout cas des règles. Si les règles sont appliquées de façon, je ne sais pas de façon rigoureuse, mais de façon honnête, je pense, parce que moi, je ne crois pas en tout cas à ce qu'on appelle l'impartialité. Je ne crois pas vraiment à l'objectivité. Je crois à la subjectivité, parce que nous sommes tous des sujets.
Je crois à ce qu'on appelle des opinions qui ne nous engagent que nous-mêmes. C'est pourquoi je parle d'honnêteté. Moi, je crois à l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, le métier que nous faisons, c'est un métier d'intellectuel, par excellence. Le métier de formation, le métier d'information, le métier d'éveil des opinions. C'est pourquoi nous sommes justement appelés au quatrième pouvoir. Même si M. Kao n'aime pas trop, un contre-pouvoir est un pouvoir. Donc, non, nous sommes le quatrième pouvoir, il faut le reconnaître. Et puis, le problème, c'est quoi? Il faut respecter nos règles. C'est important. Si on respecte nos règles, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie, je pense qu'on pourra influer durablement d'ailleurs sur le paysage sociopolitique. Je m'explique, hein, je donne des exemples. Si vous êtes journaliste, rapidement, si vous êtes journaliste, vous êtes allé à couvrir un événement et vous voyez que par exemple une personnalité politique a tenu des propos qui, si vous voulez, sont attentatoires à la cohésion sociale et à la paix, vous n'êtes pas obligé, en tout cas, de relayer ces propos. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. La fin de cette première partie du débrief. Nous allons continuer tout à l'heure, après juste une pause. De retour sur le plateau du débrief, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Coulibaly, journaliste et consultant, mais également avec nous Gérard Conan qui vient de nous rejoindre. Il est le directeur de Agili Société Informatique. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette deuxième partie, nous parlerons de la crise de l'information et de la montée des fausses informations à l'ère du numérique. La qualité de l'information ainsi que le journalisme d'investigation se sont fortement dégradés ces dernières années pour ne laisser place à des fake news. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, Bédié Ouattara, tous y passent sans oublier d'autres faits de société. Sauf que tout ce qui se dit n'est pas forcément véridique. Qui croit ou ne pas croire? Comment s'informer aujourd'hui? Jean-Claude Coulibaly. Oui, merci. Je pense que le phénomène de fake news a quelque chose de bénéfique, c'est que ces fake news ramènent un peu aux fondamentaux de l'information et de la communication. Parce que tout simplement, ça relève que tout le monde ne peut pas être journaliste. Parce que le journaliste, c'est un métier à part entière. Un métier à part entière qui s'apprend, qui se bonifie, où on a acquis une certaine expertise. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'il suffit qu'un individu passant dans la rue voit un accident ou bien voit véritablement un événement. Et ici, il a un smartphone, il prend la photo et il balance en tout cas sur la toile et il est journaliste. Avec tous les dérapages et tout véritablement qu'on appelle ça les impairs qui peuvent suivre. C'est dit qu'en fait, il y a la connaissance du métier qu'il faut peaufiner et qu'on n'est pas journaliste qui veut. Voilà pourquoi je dis que en tout cas le papier, le journal papier a encore de beaux jours. Parce qu'en général, lorsqu'on veut une information vérifiée, lorsqu'on veut une information en tout cas solide, on n'ira pas en tout cas sur les réseaux sociaux, mais plutôt dans un journal qu'on trouve professionnel. Et pourtant, les sites d'information ont fleuri sur Internet. Pensez-vous que le numérique vient remplacer les médias classiques ou totalement, compléter ces médias? Bon, à mon avis, le phénomène de digitalisation et de transformation a touché plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, c'est la presse dont on parle, mais d'autres sont évidemment concernés. Et on a rarement vu des cas où le numérique ou le digital a complètement fait disparaître la pratique traditionnelle. Donc pour moi, c'est plutôt un complément du métier de journaliste dont parle M. Coulibaly, mais c'est surtout une opportunité. Une opportunité pour le journaliste traditionnel ou l'homme qui pratique le métier d'information de s'adapter à cette évolution, parce qu'il y a quelque chose contre lequel on ne pourra pas lutter. Aujourd'hui, le public a toujours de plus en plus cette attente-là, d'avoir du temps réel, d'avoir l'information là tout de suite, et le média traditionnel ne peut pas répondre à cela. Et donc, pour pouvoir y répondre, il est obligé d'adopter le digital, de s'adapter avec le digital, de l'utiliser comme une opportunité pour aller toucher son audience ou son public qui l'attend justement dans ce monde numérique. Alors, pourquoi cette préférence à des populations vers les réseaux sociaux? Il y a deux choses qui m'intéressent, enfin, sur lesquelles je vais insister. C'est d'abord le temps réel.
le digital, le numérique nous a rendus impatients. Okay? Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir tout de suite. Okay? Et donc, c'est sur Facebook ou sur Twitter qu'on peut avoir ce temps réel, soit en suivant ses propres amis, qui, comme a dit M. Coulibaly, vont prendre des photos en passant, soit en suivant des médias qui sont censés être crédibles et sérieux pour avoir cette information en temps réel, ce qu'on ne peut pas faire à la télévision. Le deuxième élément, c'est, on va dire, l'interactivité. Le public est capable, sur un article, sur une publication, que ce soit sur RFI ou sur un média comme Medi 1, de répondre, de commenter tout de suite, sans attendre, sans prendre son téléphone, sans être sur une file d'attente, etc. Et pour moi, c'est ces deux éléments qui font qu'on aura du mal à écarter le public de son adoption du monde digital. Alors, Jean-Claude Coulibaly, n'est-ce pas une crise de confiance? Non, je ne peux pas appeler ça une crise de confiance. Je pense qu'il a un peu planté le décor. Il a expliqué. En fait, il y a un aspect que les médias traditionnels ne comblent pas, mais qui sont en train de combler aujourd'hui par le numérique. C'est vraiment l'information en temps réel. L'information en temps réel qui fait qu'aujourd'hui, les populations, sinon les consommateurs, se tournent toujours de plus en plus vers les réseaux sociaux. Parce que, comme il a dit, s'il y a un événement qui vient de se produire et que quelqu'un donne l'information, fausse ou vraie, en tout cas, vous verrez tout de suite que ça suscite un intérêt à travers les commentaires, etc. Et c'est ça qui fait le charme, en tout cas, du numérique et qui crée tout ce qu'on appelle le phénomène de fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles ou bien les infox. Parce que c'est ça les conséquences. C'est-à-dire que ceux qui s'adonnent à cela ne sont pas des professionnels. C'est à nous, journalistes, de vraiment nous approprier le numérique. De faire en sorte que notre mutation vers le numérique soit une réalité. On ne doit pas laisser toute la place, en tout cas, à les activistes du cyber, mais nous devons peut-être les encadrer, sinon les aider s'ils veulent véritablement faire ce métier-là, mais nous devons vraiment occuper la place. Est-ce que ce n'est pas quelque part une défaite des médias traditionnels face à ces sites d'information? Non, je ne crois pas. Notre société est en train d'être numérisée, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes en pleine mutation. La société du 21e siècle est en pleine mutation. Aujourd'hui, notre société ne sera pas la société de nos pères. Et ça, c'est clair. Avec le numérique encore, c'est encore plus clair. C'est-à-dire que le numérique est en train de toucher tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, avant, on faisait les mandats postaux, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de mandats postaux, ce sont les transferts numériques au niveau des téléphones et des opérateurs mobiles. Vous voyez qu'en fait, c'est tous les secteurs d'activité qui sont touchés. Le journalisme, les médias n'échappent pas à cette mutation. C'est une question de mutation. Les choses changent et nous devons nous adapter, c'est tout. Nous, les journalistes, nous devons nous adapter. Nous devons, comme je l'ai dit, nous approprier entièrement, en tout cas, est-ce qu'il faut repenser le journalisme? Repenser, pas forcément. C'est-à-dire que le journaliste a son b.a.-ba, c'est-à-dire à ses règles. Mais le journaliste doit comprendre que le support qu'on utilisait hier ne répond plus totalement aux attentes des consommateurs, des populations. Donc il faut nous adapter au nouveau support qu'est le numérique, de faire en sorte à ne pas disparaître. C'est vrai que le papier peut rester, c'est-à-dire le journal papier peut être à côté, mais il faut mettre l'accent sur, en tout cas, le numérique. Il faut faire en sorte que nous ayons, par exemple, des supports numériques, créer des sites d'information, créer même des journaux en ligne. Je pense que déjà, la mutation a commencé à se faire, mais seulement ce qu'on a besoin un peu plus de formation nous-mêmes, pour véritablement, qu'on appelle ça, trouver les rouages, être mieux outillé pour pouvoir, par exemple, utiliser Internet, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook et tout ce qui est véritablement, qu'on appelle ça, toile, Internet. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Jura Kono, faut-il revoir la formation des journalistes? Revoir, je ne dirais pas oui, je parlerais plutôt de la compléter et de l'améliorer. Aujourd'hui, comme a dit M. Coulibaly, on ne peut pas mettre de côté la notion même du métier de journalisme
qui répond à des règles, qui répond à une certaine éthique, à un certain nombre de principes. C'est un métier en soi et il restera tel. Simplement, le numérique est un élément nouveau dont le journaliste doit tenir compte. Okay? Non seulement en termes de support de communication, en termes de canal additionnel pour véhiculer son message, mais aussi face à ce danger qui est constitué par les fake news, il doit également prendre conscience de son rôle dans ce monde-là. Et c'est peut-être ça qui vient compléter on va dire, sa formation de base de journaliste pour être conscient qu'on est dans un monde 2.0 et bientôt 3.0 dans lequel il y a de nouveaux éléments, il y a de nouveaux enjeux, dans lequel notre lecteur n'est plus uniquement en train d'attendre 8 heures pour acheter son journal, mais de 7 heures jusqu'à minuit est en attente d'informations. Et donc, il doit se positionner, soit par les canaux digitaux, soit par un site, pour être au cœur de ce phénomène qui est en train de se produire. Alors, les exemples sont nombreux. Hein, je ne vais pas les énumérer ici, mais on voit aujourd'hui des chaînes de télé, des journaux réputés ici en Côte d'Ivoire qui donnent l'exemple de cette présence, et même pourquoi pas des journalistes qui sont présents dans ce monde digital-là, sur Facebook, sur Twitter, qui ont leur blog, et qui, à longueur de journée, font ce travail de journalistes qu'ils font dans la presse papier, dans le monde digital. Alors, les fake news, c'est le fait de qui? Bon, vous savez, les fake news, c'est le fait de certains cyberactivistes. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, qui ont intérêt que la société soit un peu plus ou moins déstabilisée. Mais il y a aussi des personnes qui le font juste pour attirer l'attention. En tout cas, des consommateurs d'Internet, en tout cas, il faut exister à tout prix. C'est un peu ça l'origine des fake news. Soit on les utilise pour déstabiliser. On a vu un peu la crise aux États-Unis avec, soi-disant, connivence avec le camp Trump et puis la Russie, mais qui a été aujourd'hui démenti par le rapport Mueller, qui a dit que, en tout cas, ce n'était pas des choses avérées, il n'y avait pas de preuves. Voilà. Soit, par exemple, utilisé juste pour s'amuser, pour amuser la galerie. Parfois, il y a des fake news qui sont faits pour amuser la galerie, mais on ne tient pas compte des conséquences. Mais je vais dire à tous ceux qui s'adonnent véritablement à ces fake news-là, qu'ils jouent un peu avec le feu. Parce que la nouvelle loi sur la presse réprimande. La nouvelle loi sur la presse réprimande, je pense que beaucoup ne le savent pas. Quand la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, le procureur de la République a appelé les différents cyberactivistes, a appelé les différents groupes pour leur expliquer, pour les amener à la sensibilisation, que désormais, celui qui va s'amuser, par exemple, pour faire le prolongement d'une fausse nouvelle, ou bien diffuser une fausse nouvelle, même s'il n'est pas l'auteur de la fausse nouvelle et qu'il l'amplifie au niveau de la toile, en tout cas, il risque, il encourt vraiment des sanctions pénales. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe des sites spécialistes de fake news? Oui, il y a certains sites, par exemple, qui sont un peu plus ou moins spécialisés. Je pense que les autorités sont en tout cas à leur trousse pour y mettre fin. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas. Hein. Aux États-Unis, il y a eu la suppression de beaucoup de sites par Google, par Facebook, etc. On a vu un peu au niveau de l'attentat en Nouvelle-Zélande, où il y a eu plus de 1 500 000 sites qui ont été supprimés, qui ont diffusé en tout cas les images de l'attentat et on a dû supprimer. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est que les gens oublient, il y a une agence, en tout cas, une brigade de police qui est spécialisée à la matière pour faire la traçabilité, en tout cas, de tous ceux qui s'adonnent à cet exercice. En Côte d'Ivoire, oui. Et ces personnes-là, je devrais dire ou profiter par exemple de votre plateau pour dire qu'il faut faire très attention. Parce qu'un matin, vous pouvez être vraiment surpris de voir des policiers à vos portes et puis bon, allez, vous retrouver à la MACA. Donc c'est pour vous dire qu'il y a la répression qui a commencé. Il y a déjà certaines personnes qui sont à la MACA et ça va continuer. Les fake news, c'est vrai, on peut utiliser certains supports pour amuser la galerie ou bien s'amuser, mais on joue avec le feu. Parce que lorsqu'il s'agit de la déstabilisation de la société, il y a un député récemment qui était à la MACA pour ça, c'est-à-dire qui a divulgué de fausses nouvelles, qui a même entraîné ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Le procureur s'est auto-saisi et puis on a vu un peu la suite de cette affaire, même si aujourd'hui
et il est en liberté par ceci. Donc, vous dites que, en tout cas, il faut beaucoup faire attention. La nouvelle loi sur la presse, il faut la lire. Il faut vraiment s'en imprégner pour ne pas être surpris demain. C'est entendu. Voilà. Alors, Gérard, vous avez quelque chose à dire? Oui, je veux sortir un peu du cadre purement politique pour dire également que les seules motivations ne sont pas forcément liées à la déstabilisation. Certainement économique aussi. Il y a beaucoup de motivations économiques qui occupent une bonne partie des fausses nouvelles dans la mesure où une information sensationnelle qui est abondamment relayée peut entraîner des visites sur des sites et donc exposer les visiteurs à de la publicité, ce qui permettra à l'initiateur de ce type d'action d'engranger des revenus publicitaires très importants dans des délais très courts, sans pour autant se faire inquiéter. Ça arrive sur des sujets comme les bourses pour des étudiants, les offres d'emploi ou même l'actualité qui est détournée. On parle des informations exclusives sur les crashs, sur tel ou tel phénomène qui s'est produit, que les gens ont envie par curiosité, par d'autres motivations d'aller regarder. Alors, selon vous, Gérard Konan, comment aider nos lecteurs à se repérer face à une vague toujours plus forte de fausses informations? Le premier repère que je peux indiquer, c'est la crédibilité. Okay? Tout le monde n'est pas crédible sur Facebook, tout le monde n'est pas habilité à donner une information. Alors, comment détecter ceux qui sont crédibles? Alors, détecter, c'est déjà les connaître. Je pense que chacun ou toute personne ou toute institution qu'on suit dans le digital pour s'informer, il a forcément une réputation, il a forcément une crédibilité déjà établie. Je ne vais pas citer de nom, mais si je décide de m'informer sur Facebook ou de suivre un journaliste, c'est parce qu'il est reconnu comme tel et que je le connais depuis longtemps. Si je décide de m'abonner au compte Twitter d'un organe de presse, c'est parce que j'ai confiance à la base dans cet organe de presse-là que je m'abonne à lui. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital n'est pas un monde qui est différent du monde dans lequel nous vivons. Voilà, je ne vais pas acheter un journal dans lequel je ne crois pas. Donc, de la même manière, je ne vais pas suivre un média numérique dans lequel je n'ai pas confiance. Alors, donc, c'est déjà le premier élément. Informaticien, comment arriver à bloquer ce genre de site qui fait de la propagande? Alors, il y a plusieurs méthodes. Je pense qu'au niveau des États, on a entendu parler, par exemple, la semaine dernière de la Russie, qui envisage en quelque sorte de nationaliser tout ce qui est hébergement pour être capable de se couper du reste du monde et d'avoir un Internet qui est totalement autonome dans le pays. Et à partir de là, ils seront en mesure de filtrer les flux sur la base de la réputation des sites qui émettent l'information. Bon, ça, c'est un cas vraiment extrême. D'un point de vue individuel, il existe des logiciels aujourd'hui qui bloquent systématiquement les liens vers des sites qui sont trompeurs. Okay? Donc, c'est des logiciels anti-malware ou antivirus qui permettent de protéger l'individu parce qu'en allant sur un site trompeur, on ne prend pas seulement le risque d'être mal informé, mais on prend également le risque de recevoir des virus ou de se faire voler des informations personnelles. Et donc, il existe des outils qui permettent de protéger l'individu contre ce type de risque-là. Au niveau étatique, je pense que les organisations comme les divisions de police scientifique ou autres ont également un rôle à jouer en termes de surveillance systématique du contenu qui est diffusé, en termes de vérification, on va dire en continu, des liens qui sont publiés. Et enfin, il y a une responsabilité très importante au niveau des acteurs même du digital. On a beaucoup interpellé Facebook ces dernières années, ainsi que Twitter ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, sur leur responsabilité de contrôle et d'analyse du contenu qui est diffusé. Et de ce point de vue, Facebook et je crois Twitter également ont travaillé sur des outils d'intelligence artificielle pour systématiquement censurer ou bloquer les contenus qui n'ont pas une bonne réputation. Voilà, à partir de techniques dont je ne vais pas révéler les détails ici. Évidemment. Alors, Jean-Claude Coulibaly, tout à l'heure vous avez évoqué les personnes qui utilisent leur smartphone pour diffuser des informations. Un journaliste qui sort d'une école professionnelle de journalisme, alors comment il se démarque de cette personne? Oh, c'est simple, il y a un exercice qu'on appelle le fact-checking. Fact-checking, ça veut dire une vérification rapide des faits. Vous pouvez être sur un théâtre des opérations pour un reportage, prendre le truc. Ou bien vous pouvez recevoir une information sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous checkez, comme on le dit. C'est-à-dire vous rentrez
vous êtes connecté, vous rentrez en tout cas dans plusieurs sites, vous essayez de recouper avec d'autres sources d'informations pour voir si véritablement ce qui a été posté sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, est vrai, comme on le dit. C'est simple, c'est-à-dire que c'est les professionnels qui peuvent le faire. Le fact-checking, c'est toute une école. C'est aussi un module de formation qu'on fait pour les journalistes et pour tous ceux qui veulent vraiment s'intéresser à cet exercice-là. On peut toujours, c'est pas les fake news peuvent résister, mais on peut toujours les traquer. C'est simple. C'est-à-dire, c'est à partir de ces détails-là que je viens de vous donner. Vérification systématique. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut dire que tous les journalistes sont imprégnés du fact-checking? Non, il y a d'autres, c'est pas tous les journalistes. C'est vrai que le phénomène, sinon la formation est un peu nouvelle, mais je pense qu'elle commence à prendre de l'ampleur, etc. Vous savez, le journaliste s'adapte, hein, parce que l'analphabète, en tout cas au XXIe siècle, c'est celui qui ne connaît pas l'outil informatique. C'est celui vraiment qui ne s'exerce pas au numérique. C'est en pleine mutation, comme je l'ai dit. Nous sommes obligés, en tout cas, à nous adapter, et puis avec ce qui va, comme ce que je viens de vous dire. Donc, pour vous dire que, en fait, c'est possible qu'on puisse damer le pion à tous ceux qui veulent l'utiliser pour des intentions parfois qui ne sont pas bonnes. Le numérique, tout ce qui est support numérique, c'est possible. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous mettions du sien. Nous mettions du sien, c'est-à-dire que nous allons à l'école, nous allons à la formation pour dompter, en tout cas, le numérique qui, comme je vous le dis, va s'imposer à tout le monde. Alors, face au phénomène en croissant des fake news, où se situe aujourd'hui la priorité? La formation des journalistes ou la sensibilisation des populations? Les deux à la fois. En même temps qu'on forme les journalistes aux outils informatiques, à comment utiliser le numérique, comment créer un journal en ligne, comment créer un site en ligne, comment créer une page même Facebook en ligne pour un journaliste qui est chevronné, comme il a dit. Tout journaliste, par exemple, qui est chevronné, qui a du crédit, il est clair que lorsqu'il va créer sa page Facebook, il aura des followers. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'on le sait, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui donne des informations de première main, des informations toujours vérifiées et vraies. Voilà, et c'est comme ça. La crédibilité, c'est-à-dire que ça ne se donne pas. La crédibilité, ça se fait sur le terrain. C'est à la pratique du métier qu'on devient crédible. Voilà, et il y a cela. Et puis ensuite, il y a les populations. Il faut sensibiliser les populations. Il faut d'abord montrer aux populations les dangers, les conséquences de fausses nouvelles, les infox dans la société. Et en plus de cela, il faut rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que c'est réprimé désormais. Ça peut paraître un jeu pour certains, mais désormais c'est réprimé. C'est comme on appelle, c'est pénalisé. Donc il faut faire très attention. Voilà. C'est les deux à la fois en fait, si on veut véritablement mettre un fin à ce phénomène-là. Mais tant bien même qu'on n'arrivera pas totalement à l'éradiquer, hein, mais au moins l'atténuer sur la toile, c'est ça. Alors faire attention à tout ce qu'on voit sur la toile. Gérard Konan, la priorité se situe où, selon vous? Je vais aller dans le même sens que Coulibaly. Il n'y a pas de priorité entre la formation des journalistes et la sensibilisation du public. Je pense que les deux doivent aller de pair. Le public même, à mon sens, aurait tendance à être un peu en premier plan, dans la mesure où c'est lui qui fait, on va dire, la force de la fausse nouvelle en la partageant, en la relayant, sans faire attention. Et je reviens aussi sur... Est-ce que c'est sur la demande du public que ces personnes publient? Non, en fait, c'est parce qu'on sait que les gens ont envie d'entendre telle ou telle chose. Donc, on va leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous voyez? Parce que le public est avide de sensationnel. Il est avide de certains types de nouvelles. On dit qu'il y a un crash d'avion. Tout le monde a envie d'avoir des images, des détails du crash. Tout le monde a envie d'avoir le visage des personnes qui sont mortes. Tout le monde a envie d'avoir l'avion en feu, l'avion en train... Donc, tout de suite, ceux qui fabriquent ces fausses nouvelles vont saisir cette opportunité et puis fabriquer des nouvelles dans lesquelles tout le monde va s'engouffrer. Mais là où le public peut barrer la route, c'est en recherchant justement cette crédibilité-là et en prenant le soin de vérifier les sources avant même de partager. Parce qu'en relayant sans réfléchir, on agit soi-même comme acteur, on va dire, de cette fausse nouvelle, mais on devient également, on va dire, complice, mais surtout, on agit sur sa propre crédibilité.
hein, sur sa propre réputation. La sensibilisation des populations. Voilà. Alors, on va terminer avec cette question. Peut-on encore faire confiance aux journalistes professionnels? Votre mot d'abord. Oui. Oui, il faut toujours faire confiance aux journalistes professionnels. Ce que j'ai dit, le digital ne vient pas faire le travail à la place du journaliste. Okay? On a un peu parlé aussi des activistes. Bon, moi, je parlerais plutôt d'une nouvelle génération de journalistes aussi, notamment les blogueurs et autres. Ils apprennent aussi ce métier de journaliste pour jouer ce rôle d'information avec un peu plus de liberté par rapport aux journalistes. Et tous ceux-là ensemble ont encore un rôle à jouer. Et je pense que le public a le devoir de continuer à leur faire confiance. C'est noté. Jean-Claude Coulibaly. Oui, moi je pense que d'abord il faut faire la part des choses. Un blogueur n'est pas un journaliste, mais un journaliste peut devenir blogueur. Donc nous demandons aux blogueurs, en tout cas humblement, de se former s'ils veulent véritablement exercer ce métier-là qui adhérait, comme je l'ai dit. Maintenant, je pense que, ceci dit, il est important de former les journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs qui n'ont pas encore, ils ne sont pas encore entrés de plein pied, en tout cas dans le digital et le numérique. Donc il est important en tout cas d'aller à la formation. Il y a des modules de formation, il y a des structures comme celle de M. Conan qui font ces formations-là. Il est important de les approcher et puis vraiment d'apprendre le digital et le numérique qui est aussi un métier. Il vient juste de se greffer, il vient seulement se greffer à celui du journalisme. Compte tenu du fait que notre société, notre monde est en mutation à cause du numérique, il faut s'adapter. Et ça, la formation, il passe. Moi, actuellement, je suis à l'école encore. J'apprends chaque jour. Voilà, voilà c'est la fin de notre entretien. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Gérard Conan, je le rappelle, vous êtes directeur de Agili Société Informatique, et Jean-Claude Coulibaly, journaliste et consultant. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce débrief. Et merci à la régie, merci à la rédaction, merci à tous de nous avoir suivis. Agréable suite de programme sur Médian TV Afrique.